Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Isabelle Dubost. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Bien installé? Très bien. On va passer 12 minutes ensemble. Merci d'avoir accepté mon invitation, Isabelle Dubost. Vous êtes maître de conférence en anthropologie à l'Université des Antilles et membre du laboratoire caribéen de sciences sociales. Qui s'appelle aujourd'hui FEAC. FEAC, désolé, mais voilà. FEAC, mais ça veut dire la même chose, c'est à peu près la même chose? On travaille sur les mêmes thématiques à peu près. Et alors, vous avez fait une thèse sur les pêcheurs. Vous pouvez me dire le titre? Alors, j'avais appelé ça, donc c'est une thèse de doctorat en anthropologie. Oui. J'ai appelé ça De soi aux autres, un parcours périlleux ou la construction d'un territoire par les pêcheurs martiniquais. Voilà. D'accord. Et très bien. Et alors, en anthropologie, comment vous procédez? Donc là, on va beaucoup parler cet après-midi, enfin ce soir, des migrations. Et notamment, votre spécialité, c'est les migrations chinoises et syro-libanaises en Martinique et en Guyane. On va parler aussi d'identité et de la façon dont ces communautés, parce qu'on parle de communautés au pluriel, hein, il y a des communautés chinoises, il y a des communautés syro-libanaises, se sont intégrés, se sont mêlés et sont constituants de l'identité martiniquaise. Et comment ils intègrent cette identité-là? Mais comment vous travaillez, par exemple, la thèse sur les pêcheurs? C'est beaucoup d'entretiens? C'est ça votre méthode? Voilà, en fait, le travail de l'anthropologue, c'est vraiment d'aller sur ce qu'on appelle le terrain, qui est un bien grand mot. Mais donc, en fait, on vit au plus près de la population. Oui. Et en fait, on mène des observations. Oui. Par exemple, pour ma thèse, moi, j'allais en mer avec les pêcheurs, j'allais faire le marché avec les marchandes de poissons, etc. Et donc, on observe, on pose aussi beaucoup de questions à travers des entretiens. Oui. Voilà, ça, c'est vraiment à partir de là qu'on obtient vraiment le matériau brut. Oui, tout à fait. Matériau brut. Et alors, pourquoi vous êtes passionné, enfin, pourquoi vous étudiez les migrations chinoises et syro-libanaises en Martinique et en Guyane? La comparaison est importante. Complètement. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la société martiniquaise. Oui. Donc, j'ai commencé à essayer de la comprendre par le biais d'une profession, par le biais des pêcheurs. Et puis après, je me suis dit que c'était aussi intéressant de comprendre la société martiniquaise à travers les mobilités et les migrations. D'accord. Et ce qui m'a paru aussi extrêmement intéressant, c'est que pouvoir faire aussi un travail comparatif, c'est passionnant parce qu'on peut observer des choses qui sont radicalement différentes, avec par exemple je parle là pour les migrations chinoises qui arrivent à peu près aux mêmes périodes en Guyane et à la Martinique, et en même temps, socialement, il y a des choses fort différentes selon les deux territoires, donc les deux sociétés. Oui, précisément, mais on va avant de parler des Chinois, quand même un mot sur les pêcheurs, je suis allée un peu vite. Ce fameux territoire qui est défini, comment vous le caractérisez? Qu'est-ce que vous avez débouché où? Vous avez découvert quoi, en fait? Oula. C'est un peu ancien, peut-être? Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, moi, j'ai fait ce qu'on appelle une monographie. Oui. Ça veut dire que j'ai essayé de comprendre toute la vie des pêcheurs, oui. Que ça aille des techniques de pêche jusqu'aux représentations, jusqu'à ce qui touche la religion, les rituels de pêche, etc. Donc, c'est vraiment c'est vaste. Une exploration très vaste autour du monde des pêcheurs. D'accord. Donc, on peut retrouver cette thèse, elle est accessible ou pas? Il y a des articles. Et puis la thèse aussi est accessible. OK, donc on va aller chercher. Donc là, revenons à notre sujet du jour, donc les migrations chinoises et syro-libanaises. On parle vraiment donc, de différence entre la Guyane et la Martinique. Et c'est vraiment, quand on parle des migrations chinoises, il y a différentes phases de migration, mais il y a aussi différentes communautés. Et non, pas. Les Aka et notamment il faut que je retrouve l'autre, les Zhejiang, n'est-ce pas? C'est des populations différentes? Complètement. Oui. En fait, les Aka sont... Alors, les premiers migrants, pour les Chinois, sont les engagés chinois. Oui. On a quand même plus de 900 personnes qui arrivent... Après l'abolition. Bien sûr, en tant qu'engagés. Oui. Ensuite, il y a une première plus grosse migration qui arrive dans les années 30 à peu près, 30-40. Oui. Ils viennent de Guyane. Et ensuite, là, ce sont des Aka. Donc, les Aka viennent du sud de la Chine, dans la région de Canton. Et on parle le Aka, c'est un groupe ethno-linguistique. Oui. Et ensuite, à la Martinique, dans les années 1995 à peu près, là, on a de nouveaux Chinois qui arrivent, qui viennent du Zhejiang. Et ils arrivent également de Guyane. Et en fait, c'est pour ça que j'ai ouvert un terrain en Guyane. D'accord. Parce qu'en fait, il y a un lien très fort dans le parcours migratoire de la Guyane, c'est une centralité. Mais pourquoi ils viennent en Guyane? Pourquoi ils vont en Guyane? Alors voilà, ça fait encore partie des choses que je dois explorer. Ah, d'accord. Et
en travaillant aussi avec donc, ce qu'on appelle ici les Syriens, c'est exactement le même processus. En fait, on migre d'abord en Guyane. Souvent, on apprend le métier chez un oncle, chez quelqu'un qui a déjà une boutique, par exemple. Et après, je pense que là, le maillage économique est peut-être un peu rétréci, ce qui fait qu'on va voir ailleurs et on s'installe à la Martinique. Mais qu'est-ce qui provoque le départ ? Par exemple, dans le cas de la première migration. Alors, d'ailleurs, le cadre, par exemple, les Indiens qui sont arrivés de Pondichéry, de Madras ou de Carical, par l'Aurélie notamment, il y avait une convention entre les gouvernements. Oui. Quel est le canal institutionnel de la migration ? Il y en a un ou pas ? C'est exactement le même processus. Tout à fait. Et il y a quelques années, on avait monté un programme de recherche sur histoire et mémoire de l'immigration en région. Et on avait déjà pas mal bossé, travaillé. Les engagés, on parle des engagés. Oui, les engagés. Oui. Donc, c'est exactement le même processus avec des recruteurs en Chine, etc. OK. Et l'autre migration, enfin, l'autre vague, notamment la vague de 1920 à 1930, qui va en Guyane, là aussi, c'est quoi l'aiguillon ? Bon, en fait, c'est une population qui vit dans la misère. Oui. Ils auraient pu aller ailleurs, d'ailleurs. Pourquoi ils viennent en Guyane, puis en Martinique ? Comment ils connaissent ces territoires-là ? Alors, c'est en fait une vaste migration internationale vers les Amériques. Donc, les gens essayent de se diriger vers les États-Unis, le Canada, la Caraïbe. Oui. Et puis, c'est aussi la même période où les Haka vont aussi dans le Pacifique, puisqu'il y en a beaucoup qui iront en Indonésie, en Polynésie, etc. Donc ça, c'est vraiment un vaste mouvement migratoire. C'est juste des gens qui fuient la misère. Ils étaient agriculteurs, d'après mes entretiens, et en fait, ils apprennent le commerce dans la migration ici. Et alors, les Syro-Libanais, là, les vagues de migration, c'est quand et c'est pourquoi Pareil, en fait, c'est l'appel vraiment des Amériques, comme on dit. C'est-à-dire que c'est à partir du début du XXe siècle, c'est tous les mouvements migratoires vers les États-Unis aussi. Donc, voilà. Et on estime aujourd'hui à plus de 50 millions les Haka dispersés dans le monde qui proviennent de cette migration-là. Comment ces communautés, donc Haka, de communauté du Zhejiang, ou les Syro-Libanais, comment s'intègrent-ils ? Ça passe par quoi ? Ça passe par la langue ou pas ? Ça passe par les activités économiques qui sont choisies et d'ailleurs qui sont complémentaires parfois. Expliquez-nous comment l'intégration ou l'arrivée se fait. En fait, donc voilà, c'était des agriculteurs à l'origine dans leur pays et ils apprennent le métier de commerçant dans la migration et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. En fait, ils vont dans une niche économique où il y avait des disponibilités et donc ils vont investir le commerce de proximité. Mais ils ne savaient pas faire ça avant. Non, pas du tout. Ils apprennent. Oui, ils s'adaptent. Et en fait, les Syro-Libanais, dans un premier temps, sont des colporteurs, donc ils font de commune en commune. Et là, je pense que c'est là où ils ont tissé des liens sociaux extrêmement forts avec la population. Et puis, donc, eux, ils vont s'occuper de tout ce qui est domestique, les casseroles, le linge, etc. Et les Chinois vont faire dans l'épicerie de proximité. Donc, en plus, il n'y a pas de rivalité entre ces deux types de commerçants. Et comment les considèrent ? Parce qu'il y a des appellations péjoratives. D'ailleurs, quand on dit les Syriens, alors que ce n'est pas les Syriens, c'est des communautés différentes qui viennent de régions différentes. On dit la Chine, qui sont des termes qui sont employés de façon péjorative. Comment sont-ils accueillis ? Comment sont-ils accueillis ? Eh bien, les gens d'origine syro-libanaise se disent pas syriens. Voilà, ça, c'est les autres qui les appellent syriens. Ça a été pendant longtemps perçu d'une manière très péjorative. Aujourd'hui, je crois que les gens se sont un peu détachés de ça. C'est vrai que Chine, c'était aussi un terme qu'on utilisait beaucoup. Là aussi, je crois que les gens se détachent un petit peu de tout ça. En fait, on les appelait Syriens parce qu'ils venaient de la Grande Syrie, qui était à l'époque sous domination française et qui englobait le Liban et la Syrie. Et aujourd'hui, c'est les membres de ces communautés d'origine, donc chinoises ou syro-libanaises, sont des Martiniquais. Sont des Martiniquais qui ont intégré tous les attributs, disons, de la culture. Ils parlent créole, par exemple. Et vous disiez que pour les Syro-Libanais, notamment, et les Chinois d'ailleurs, les Haka, ils se sont intégrés vraiment avec le créole. Ah, mais complètement. Mais même ceux qui arrivent du Zhejiang, les derniers arrivés, ils parlent créole. De toute façon, c'est la langue du commerce. Donc, du coup, quel est leur lien avec leur culture d'origine ? C'est un petit peu ce que vous étudiez aujourd'hui, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, les Haka, c'est un peu loin. Voilà, on en est à la 3e ou 4e génération ici. Donc, la culture chinoise d'origine, elle est très lointaine. Et à la Martinique, il n'y a pas eu de transmission de la langue Haka, contrairement en Guyane. En Guyane, à la maison, on parle toujours Haka. D'accord. À la 4e génération. On est à quelle génération, là ? 4e, à peu près.
Oui, et d'ailleurs, dans le cas troisième, quatrième. Et par contre, pour les gens qui arrivent du Zhejiang, la Chine, elle est plus proche. Ce sont les parents qui ont migré de Chine. D'accord. Et alors, il me semble que les Chinois, est-ce qu'on peut être binational en Chine? Non. Donc c'est peut-être plus compliqué pour eux de revenir aussi. Oui. Voilà, les retours sont un petit peu complexes, puisque pour le moment, la Chine ne reconnaît pas la double nationalité. Et certains Chinois ont pris la nationalité française, en tout cas pour les derniers arrivés, les Zhejiang, mais d'autres sont restés avec la nationalité chinoise. Là, il y a une grande diversité. Donc l'identité, c'est une identité plurielle, c'est une identité... Oui, comment vous la qualifiez d'ailleurs? Alors, nous, en anthropologie, on appelle ça la multi-appartenance. D'accord. Ça veut dire qu'on peut très bien se sentir martiniquais, et puis aussi un peu chinois, et puis aussi, enfin voilà, en fonction un peu de son histoire familiale. Il y a différentes facettes qui vont construire, en fait, une identité. Et c'est quelque chose qui est très... comment dire? Ça bouge. D'accord. Ça bouge aussi en fonction, on peut sentir une appartenance qui va plus vibrer en fonction d'événements particuliers, en fonction de temps historique, en fonction des générations. Moi, par exemple, je travaille avec une famille d'origine chinoise. Il y a une fille et un garçon. La fille, elle revendique complètement son appartenance chinoise. Et le frère, lui, il en a, mais vraiment, rien à faire. C'est pas son truc, c'est pas son histoire. Je ne vous ai pas posé la question de... Parce que les personnes qui viennent, donc les immigrés, à un moment, ils accèdent ou non à la citoyenneté. La citoyenneté formelle, je veux dire, pas la citoyenneté identitaire culturelle, la citoyenneté formelle. Comment ça s'est passé pour ces communautés? Alors justement, ça c'est des choses que je dois encore travailler et j'ai tout un programme de recherche dans les archives. Donc pour le moment, j'ai encore pas beaucoup d'éléments là-dessus. D'accord. Donc vous continuez en fait cette exploration. Complètement, et je suis loin d'avoir fini. Donc c'est vraiment passionnant parce que selon les générations, il se passe des choses complètement différentes. Donc c'est toujours en cours. Oui, avant le générique, je vous ai vu un petit peu tiquer quand j'ai lu mon deuxième sous-titre, Martinique creuset du monde. Pourquoi ça vous a fait tiquer? Ça vous a interrogé? En fait, j'aimerais bien savoir ce que vous y mettez. Non, c'est un endroit où précisément les cultures se mélangent ou pas d'ailleurs, mais beaucoup de gens viennent de pays différents, comme dans beaucoup de pays. Mais ça crée peut-être quelque chose que certains peuvent appeler la créolité ou je ne sais pas. La créolisation. La créolisation, oui. C'est un terme plutôt qui me parle. Oui, ça, c'est quelque chose qui est absolument passionnant quand on s'intéresse aux sociétés martiniquaises ou guyanaises comme moi je le fais. Et c'est d'autant plus intéressant de faire quelque chose de comparatif que, par exemple, en Guyane, dans le monde politique, on va revendiquer ce qu'on appelle la pluriethnicité. Donc, on met vraiment cette richesse culturelle comme étant un atout pour la Guyane. Et je pense que la société martiniquaise ne vit pas les choses de la même manière. On va plus parler de composantes pour la société, mais même vous utilisez le terme d'intégration, par exemple. C'est un terme que je n'utilise pas. Et je pense qu'on a deux sociétés différentes, ce qui fait qu'on a deux manières différentes aussi de gérer les migrations et les descendants des migrants. C'est deux modes de fonctionnement qui sont complètement différents. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Isabelle Dubos. Merci d'être venue échanger avec nous sur ce thème des migrations chinoises et syro-libanaises en Guyane et en Martinique. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye. À bientôt.